Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ce matin. Je vais dire dans quelques minutes quelques mots d'introduction pour rappeler dans quel contexte nous sommes et dire quelques mots de cette sixième édition du Forum European Lab et vous dire pourquoi nous sommes là et ce que nous faisons avant de présenter aussi nos invités de cette petite séance d'ouverture. Mais avant ça, je laisse la parole à Georges Kepenekian, premier adjoint à Ville de Lyon et adjoint à la culture, pour quelques mots de bienvenue. Merci Vincent. Comme on le disait il y a quelques minutes, il faut, pour ouvrir un événement de cette ampleur, un petit temps de solennité. Donc très heureux d'ouvrir cette sixième édition d'European Lab ici au Musée des Confluences, que nous remercions de nous accueillir. Saluer d'abord les représentants des différentes villes que nous accueillons ici à Lyon dans ce lab, les représentants de la Commission européenne, mais qui sont pour partie déjà au travail, de l'Institut français, tous les acteurs culturels, les artistes présents à Lyon pour Nuit Sonore et qui viennent au fond participer de manière active à l'European Lab. Juste quelques mots pour dire que depuis 2003, Nuit Sonore, Artifarty, a pris véritablement à bras-le-corps la ville, la transformant, la questionnant, l'interrogeant sur toutes ses limites et créant ces interstices, comme Vincent aime le rappeler, propices à la créativité la plus émergente. Ce mouvement, accompagné dès le départ par la ville, s'inscrit dans une vision claire que nous avons à Lyon. Nous savons que nous avons passé la barre des 50% habitants dans les villes, qu'en 2050, ce sera 70% de la population qui vivra dans des zones urbaines. Ce sont les villes et les grandes villes, les métropoles, qui portent aujourd'hui le développement de la planète. Les géographes nous ont appris déjà que 300 grandes villes dans le monde représentent 48% de la richesse mondiale et que nous sommes attachés à considérer que si la ville a des pathologie propre à elle, elle est aussi un de ces lieux de ressourcement et de développement important, mais je crois que c'est ce que nous allons essayer de démontrer aujourd'hui. Les villes, plus que jamais, sont aussi les moteurs de l'Europe, qui se construit beaucoup plus aujourd'hui par le dynamisme de ces acteurs, mais grâce au dynamisme des villes, des métropoles qui ne cessent de se développer et qui montrent de ce fait que la culture transforment leur territoire, leur image, et nous voyons bien que les difficultés des États sont souvent largement suppléées par les villes. Au demeurant, on dit moins aujourd'hui qu'on va en Allemagne, on va à Berlin, on va à Francfort, et je crois que cette évolution doit nous interroger et renforcer en tout cas le travail que nous menons dans les villes. C'est aussi là que la créativité se développe, encore une fois, et toujours pour ne pas opposer ville et périphérie. Pardon, je cherchais le nom d'un des géographes qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui montre que non seulement les villes n'appauvrissent pas leur environnement, mais au contraire peuvent permettre, pourvu qu'on s'en préoccupe bien entendu, la diffusion, l'essor non seulement de l'économie, mais des arts, la diffusion des connaissances qui deviennent au fond des instruments phares dans leur rayonnement. Alors plus que jamais, nous sommes engagés dans cette dynamique et que nous voulons que les villes soient et restent les acteurs les plus dynamiques, les plus innovants et entreprenants dans la rénovation des politiques culturelles, et il faut accélérer ce processus. Ceci est aussi une manière de lutter contre l'uniformisation des politiques culturelles, car chaque ville est de plus en plus tentée de développer, de mettre en avant ce qui fait son identité pour éviter justement que nous ayons cette uniformisation que l'on peut observer parfois, et que, au fond, les villes, que ce soit par leurs créateurs, que ce soit par les visiteurs, développent leur singularité et leur innovation. Alors, l'importance du lab est
n'est plus à démontrer. C'est un temps important pour nous tous, pour nos réflexions sur l'avenir des politiques culturelles. Et cette idée d'imaginer, à travers tout ce travail qui est fait depuis 6 ans, d'imaginer ce que peuvent être les politiques de demain, des politiques culturelles de demain, pas des politiques culturelles dissociées du reste des engagements d'une cité, mais bien les politiques culturelles comme un mode intégrateur, que ce soit l'économie, que ce soit l'éducation, que ce soit l'urbanisme. Je pense, et nous pensons ici, que vraiment la politique culturelle doit avoir une vision large. Le Lab est donc un temps important pour imaginer, travailler autour et le programme en témoigne, le concept de ville innovante, porté en particulier par la révolution numérique, mais par aussi des participations plus larges, plus ouvertes, des villes intelligentes, ces smart cities qu'on veut citer, et nous sommes ici en particulier dans un nouveau quartier qui investit largement, des villes créatives qui créent les conditions de formation, de diffusion, créent les espaces de travail pour les jeunes artistes et leur accompagnement par les entreprises, mais aussi des villes inclusives et interculturelles en mettant en avant les stratégies nouvelles pour promouvoir la diversité, là encore de façon constructive et pas seulement par des recettes qu'on a pu utiliser jusqu'à maintenant. Voilà, je crois qu'à Lyon, l'histoire de cette ville est autour de l'innovation et toujours soucieuse du progrès social, que ce soit à la Renaissance avec l'imprimerie, la soie, plus récemment autour de la médecine, la gastronomie, mais bien entendu la culture. Nous sommes aujourd'hui très engagés, une des premières villes en Europe à créer une bibliothèque numérique autour de nos 450 000 ouvrages pour qu'ils aient vraiment une diffusion mondiale. Nous sommes aussi une ville qui a mis des moyens, 20% du budget de cette ville est dédié à la culture, avec la volonté que cet investissement aille vers les publics les plus larges et participe à l'amélioration de la qualité de vie au quotidien. Comment dès lors réarticuler l'idée de progrès en crise aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, avec celle d'innovation? Comment favoriser l'innovation culturelle au sein de la ville intelligente de demain? Comment redistribuer les engagements, les budgets qui sont là? Et pour un adjoint à la culture, c'est toujours d'être soucieux en même temps d'une gestion au quotidien, mais aussi de trouver les pistes de demain et d'essayer de les ouvrir. Je crois que cela est vraiment très important. Le programme du Lab devrait nous aider à mieux travailler, à mieux réfléchir tous ensemble. Et je vous propose donc un bon travail. Et puis tout à l'heure, un des membres de la Commission européenne disait qu'il avait l'impression qu'on était comme les musiciens sur le Titanic avant qu'il coule. Bon, moi j'aurais une pensée plus prospective et dire que peut-être nous avons vu finir le monde ancien et qu'il faut penser à imaginer le nouveau. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Georges, pour cette introduction. Très brièvement, je vais vous dire quelques mots sur European Lab et sur ce que nous faisons, sur nos grands principes. Nous avons créé le Forum European Lab à Lyon il y a 6 ans. Nous l'avons depuis décliné sur un certain nombre de territoires avec des enjeux et des objectifs différents, notamment à Tanger au Maroc, où nous essayons d'articuler nos questionnements sur la démocratie, les questions culturelles, avec aussi la question évidemment des relations euro-méditerranéennes et de la vie culturelle dans les pays du pourtour méditerranéen, qui sont évidemment très reliés à des questions démocratiques. Nous l'avons décliné également à Paris, à la Gaîté Lyrique, depuis décembre dernier, où il y aura un forum d'hiver chaque année au mois de décembre, depuis 2015. La question de l'origine de European Lab, c'est d'abord le constat d'une crise démocratique, évidemment, que toute notre génération partage, d'une crise démocratique qui est violente, qui se traduit notamment par une défiance de plus en plus forte des citoyens, et notamment de la nouvelle génération, de la jeunesse, vis-à-vis des formats politiques traditionnels et vis-à-vis des institutions au sens large. Cette crise démocratique, elle se traduit aussi
à un endroit qui nous est cher, qui est une grande préoccupation évidemment pour European Lab. Je dirais que c'est inclus dans le nom de notre projet, c'est la défiance vis-à-vis du projet européen. Et là, encore une fois, notamment de la part des plus jeunes, puisque cette défiance est très manifeste et parfois très sévère même vis-à-vis des institutions européennes. Le danger que nous voyons poindre, nous, en tant qu'acteurs culturels, et que nous voyons partout, notamment dans la lutte que doivent mener nos amis partout sur le territoire européen pour tout simplement exister et porter leurs projets, c'est évidemment une montée de plus en plus visible et de plus en plus manifeste des populismes partout en Europe. C'est bien sûr le cas en Hongrie. Je voyais encore des attaques très récemment, hier, portées contre des projets culturels à Budapest sur des coupes budgétaires assez sanglantes notamment. En Pologne, au Danemark, on en parlait avec Raphaël Glucksmann il y a quelques jours, en Suède, en France, bien entendu, en Autriche, où le 22 mai prochain, il y aura le second tour d'une élection présidentielle qui a vu l'extrême droite arriver très très largement en tête au premier tour, avec 36% des voix, laissant derrière elle les deux partis traditionnels, républicains de droite et de gauche, avec chacun 11% des voix. Et c'est dire l'ampleur du désastre démocratique. Face à ça, nous avons décidé, nous, d'essayer d'agir à notre échelle, à notre mesure, sur le terrain, à la fois évidemment, puisque nous sommes des acteurs de terrain, nous portons des projets culturels partout en Europe, mais aussi en essayant d'interpeller, de porter des discours, de faire changer les mentalités par rapport aux politiques culturelles, aux stratégies culturelles, et d'essayer de trouver des nouveaux chemins. Alors cette génération, c'est une génération d'acteurs culturels européens, c'est aussi une génération d'entrepreneurs, une génération d'acteurs, de porteurs de projets, de nouveaux médias, je dirais, de militants du renouveau démocratique, qui travaillent tous avec un souci d'indépendance qui est central dans leur démarche, mais qui souhaitent néanmoins travailler dans l'espace démocratique et essayer, dans la mesure du possible, de ne pas opposer les uns aux autres. Et c'est pour ça aussi que nous avons cette session d'ouverture aujourd'hui. Nous nous battons pour essayer de faire passer des messages, et ces messages, nous voulons notamment les faire passer aux politiques, aux élus, aux institutions, aux partenaires de nos projets culturels, soit des partenaires privés ou des partenaires publics. On aura l'occasion, dans ces quelques jours de débat, de largement évoquer la question des modèles économiques de la culture aujourd'hui. Et cette génération, il nous semble qu'elle a énormément de potentiel pour répondre précisément à ces enjeux démocratiques et pour tenter d'apporter des réponses à cette crise sociale et démocratique. C'est ce que Nicolas Dufourcq, qui va intervenir tout à l'heure, appelle pour sa part, puisque lui, ce sont les entrepreneurs principalement qui l'intéressent, cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui, dit-il, répondent à un signalement nouveau qu'on n'avait pas connu depuis 68. Alors ça ouvrira déjà matière à débat. C'est ceux qui se lèvent le matin pour essayer de changer le monde. C'est cette génération que Sandro Gozzi, qui est ministre des Affaires européennes, secrétaire d'État italien des Affaires européennes, appelle cette génération qu'il appelle à venir au secours de l'Europe et à sauver l'Europe dans un ouvrage qu'il vient de publier qui s'appelle Génération Erasmus. C'est celle des nouvelles voix qui doivent émerger sur la scène culturelle, sur la scène intellectuelle internationale, pour reprendre les mots d'Antalino. C'est évidemment, et je m'adresse en particulier à Raphaël Glucksmann qui prendra la parole tout à l'heure, mais c'est cette génération qu'on a vue sur Maïdan, la place de l'indépendance à Kiev, où pour la première fois, des gens, toute une génération, s'est battue. Et à cette époque-là, cette époque-là qui nous paraît lointaine d'ailleurs déjà, s'est battue pour le drapeau européen et pour ses valeurs. C'est un mouvement qui nous semble déjà peut-être un peu trop oublié. Je cite Raphaël Glucksmann, il dit « Nous étions des démocrates paresseux, nous étions des humanistes indolents, nous devons réapprendre à dire et à défendre la République, descendre dans l'arène et lutter. Pour une génération élevée dans le mythe de la fin de l'histoire, la gueule de bois est terrible. Sommes-nous prêts pour le combat qui vient ?» Et je crois que nous sommes dans une posture de combat. Je crois que nous n'avons pas le choix, parce que si nous n'avons pas cet éveil aujourd'hui, eh bien je crois que nous aurons dans quelques mois, dans quelques années, de très mauvaises surprises. C'est pour ça, et avec cette volonté non seulement de ne pas opposer les uns aux autres, mais d'interpeller positivement les gens qui ont les moyens d'être des courroies de transmission, qui ont les moyens de s'adresser aux décideurs, aux élus, au gouvernement, à l'Europe, les interpeller sur un certain nombre de choses, sur tous les sujets qui seront abordés pendant ce forum, et leur demander de devenir les alliés de cette génération, de l'écouter, de la prendre en considération, de voir combien, avec le travail qu'elle fait sur le terrain,
avec son activisme, avec ses convictions, elle peut aider à la résorption de ces fractures et elle peut aider à la lutte contre cette crise démocratique. Alors c'est principalement parce que ce sont des personnalités que j'ai rencontrées, et pas forcément au titre d'ailleurs des institutions qu'ils dirigent, mais parce que ces personnalités, chacune d'entre elles, a montré par ses prises de parole, par ses tribunes, par ses engagements, qu'elles étaient à nos côtés pour essayer de relever ces défis, que j'ai décidé d'inviter Anne Talino, la directrice générale déléguée de l'Institut français. J'en profite d'ailleurs pour saluer également Bruno Fouché, le président de l'Institut français, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, Jean-Noël Tron, qui dirige la SACEM, Nicolas Dufour, qui dirige BPI France, Bruno Bouteleux, qui dirige l'ADAMI, et Karel Bartak, qui, alors lui, il a un titre un peu plus compliqué, c'est chef d'unité du programme Europe Créative à la Commission européenne. Avec tous dont j'ai eu ces échanges, ces moments de réflexion sur ces questions démocratiques, et j'ai eu la conviction qu'ils étaient les alliés des objectifs de European Lab. Chacun va donc prendre la parole quelques minutes pour vous dire quel est leur point de vue sur cette situation. Et en ouverture de ce forum, j'étais heureux d'avoir ces 5 petites interventions un peu punchline pour nous dire quel est leur point de vue sur cette crise démocratique et sur le rôle de la culture dans tout ça. Et puis après, nous accueillerons Raphaël Glucksmann et on terminera par, si vous le souhaitez, quelques questions de la salle à la fin de cette séquence. Merci beaucoup. Tu veux que j'aille à la tribune ? Ah bon. Bon, je crois qu'il me revient l'honneur d'avoir la première intervention aussi en tant que représentante de la gente féminine à la tribune. Merci. Génération, reconstruction, implosion démocratique, digital natives, toutes ces dénominations en fait recouvrent les générations dont tu parlais, Vincent, et toutes ces nouvelles générations aujourd'hui, ce sont des nouvelles forces, des nouvelles énergies, des nouveaux combats dont nous allons parler plus largement. En tout cas, pour nous, il y a un constat. Le constat, c'est que nous devons faire vivre la culture d'une autre manière aujourd'hui. Face au bouleversement des sociétés, face aux transformations sociales, nous devons développer, chercher de nouvelles formes d'action culturelle. En effet, il est évidemment important de pouvoir nous adresser d'abord à ces nouvelles générations et de redéfinir la façon dont les acteurs culturels peuvent s'emparer des sujets de société et de développer de nouvelles approches pour travailler ensemble. À l'Institut français que je représente aujourd'hui, nous avons décidé, nous essayons d'y répondre en développant des modèles interdisciplinaires, des formes d'action transversales à l'échelle à la fois régionale, internationale et bien évidemment européenne. Au centre de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui et que nous sommes très heureuses d'accompagner se trouve le décloisonnement des disciplines. Donc nous avons la musique, nous avons évidemment les cultures numériques et aussi la mobilisation des savoirs. Ceci nous ouvre à tous de nouveaux horizons. Cela ouvre des nouveaux horizons, ce décloisonnement, à toute une nouvelle génération d'entrepreneurs culturels, à des jeunes créateurs, à des artistes. Et c'est à eux, vers eux, que nous nous devons d'explorer de nouvelles voies qui permettront aux sociétés civiles, françaises et étrangères, et à la jeunesse de pouvoir avoir un nouvel espace d'expression. Nous avons tenté de l'illustrer à l'Institut français en ce début d'année par la Nuit des idées, qui a été organisée au Quai d'Orsay et qui a mêlé au sein d'un débat regroupant des acteurs français, des acteurs internationaux, des architectes, des penseurs, des artistes, des écrivains. Et cette manifestation a eu un public extrêmement nombreux, dont 80% avaient moins de 30 ans. C'est ce qui nous a beaucoup frappé, en tout cas, et qui nous montre et qui nous encourage dans la volonté de cette jeunesse de vouloir elle-même intervenir, dialoguer, créer, agir. La dimension européenne, évidemment, est aussi au cœur de ce qui nous rassemble ce matin et de ce qui est très important pour l'institution que je représente aujourd'hui. Nous devons tous ensemble réaffirmer en permanence ce rôle clé
de cette dimension européenne. Nous le faisons à l'Institut français de manière constante parce que nous y croyons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la nécessité absolue de pouvoir renouveler nos identités européennes. C'est quelque chose que nous pouvons illustrer de diverses manières. D'abord en valorisant toute la dynamique européenne, la dynamique en matière de création. Par exemple, nous avons la chance de porter un programme de la Commission européenne, CINED, qui développe un programme d'éducation à l'image qui rassemble 8 pays de l'espace européen et qui propose aux jeunes générations de découvrir la richesse du cinéma européen. Nous le mettons aussi en avant, évidemment, par des programmes de mobilité. Et par exemple, dans ces nuits sonores, nous avons invité 50 professionnels internationaux qui viennent repérer les scènes culturelles, les scènes intellectuelles, que seront les nuits sonores notamment. Et à l'intérieur de ces 50 professionnels, il y a évidemment 10 professionnels européens, des Croates, des Estoniens, des Kosovars. Et cela nous souligne aussi la force et l'importance de la mobilisation des acteurs européens entre eux. Enfin, évidemment, la culture se doit d'investir beaucoup plus profondément les enjeux de société. Ces enjeux de société, tu les soulignais, Vincent, la culture, c'est l'âme des peuples. La culture, c'est notre héritage, mais c'est aussi notre projet. Cette culture européenne devrait pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Elle est évidemment indissociable du politique. Le renouvellement des pratiques culturelles que nous allons encourager, auxquelles nous travaillons tous ensemble, doit aller de pair avec de nouvelles formes d'engagement. C'est dans cet esprit que nous soutenons cette année, pour vous donner un exemple concret, une dizaine de débats en Europe, des débats d'idées sur la question des frontières. Nous encourageons le dialogue, aussi bien que l'appropriation par les nouvelles générations de sujets absolument majeurs pour l'avenir de notre espace européen. Ce sont les ambitions que nous portons, l'Institut français, moi-même, et c'est aussi le sens de notre engagement aux côtés d'Artifarti et de Vincent Carry, parce que nous pensons qu'il est essentiel de pouvoir d'être aux côtés de ceux qui veulent aujourd'hui transformer les communautés, alors de permettre à de nouvelles voix de se faire entendre sur les scènes culturelles et intellectuelles européennes. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et que nous manifestons de nouveau ce soutien et que nous espérons pouvoir développer au fil des prochaines éditions des Nuits sonores et du European Lab. Je vais suivre l'exemple d'âme et puis je vais mettre à la tribune. Je ne sais pas, Vincent, si je vais être dans la punchline. Je ne m'exprimerai pas simplement ou pas principalement en tant que patron de la Société des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique. Mais c'est vrai que la manière dont les artistes, notamment dans la musique, les artistes et tous les professionnels qui les entourent d'ailleurs, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient managers, qu'ils soient roadies ou backliners, sont engagés, ou de plus en plus d'ailleurs sont désengagés politiquement, est un symbole parmi d'autres ou un symptôme parmi d'autres de la crise politique qu'on traverse. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur la partie diagnostic pour aller dans le sens de cette remarquable interview que je vous recommande tous de lire que Vincent a donnée aux Inrocks, et pour dire qu'effectivement, le diagnostic de la crise qu'on doit poser, c'est qu'elle est d'abord culturelle. Je vais m'appesantir un peu sur cette idée du diagnostic, sachant que Raphaël Glucksmann y reviendra évidemment plus en détail, puisque son livre, que là aussi vraiment je vous recommande, Génération Gueule de Bois, fait un diagnostic redoutablement juste là-dessus. La crise, c'est vrai, on en parle depuis maintenant 2 générations, elle est économique, elle est politique. Économique parce que tout ce qu'on nous a vendu, tant au niveau national qu'au niveau européen, avec ces idées de mondialisation heureuse, de société sans travail, pour citer un certain nombre d'essais qui ont marqué la décennie, c'est avéré quand même pour l'essentiel une vision qui relève de la fumée, de l'irréalité. Et je pense même que dans le diagnostic que la Commission européenne, je parle de la nouvelle, a fait de nos forces et de nos faiblesses, il y a un défaut de diagnostic qui est problématique. On est obnubilé par l'idée de l'économie numérique et on confond
en fait une transformation technologique qui affecte la totalité de l'économie et d'ailleurs des relations sociales et de la vie politique, qu'est le numérique, avec une analyse sectorielle. Or, il se trouve que l'Europe, en une quinzaine d'années, a malheureusement plutôt perdu la bataille sur ses grands atouts dans l'économie numérique, que ce soit en informatique ou que ce soit en télécom. Quand on voit que le rapport qui a été fait il y a 1 an et demi par France Créative et ses partenaires européens montre que rien que le secteur de la musique pèse plus d'emplois en Europe que toute l'industrie des télécoms, ce qui veut dire que l'emploi dans l'industrie des télécoms s'est effondré, on voit bien l'importance de repenser le diagnostic sur ce que sont nos forces. Et là aussi de se réarmer, y compris au plan des industries culturelles. Ce qui se passe de ce point de vue-là à Lyon va vraiment dans la très bonne direction. Vous faites une friche avec un projet très vaste dans lequel le numérique transcende le tout, mais on est dans une approche qui est d'abord culturelle. La crise, elle est évidemment politique, et là, le livre de Raphaël Glucksmann dit bien les choses, en revenant notamment sur les espoirs qu'avait suscité la vision de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Vous savez, cet essai de 1992 qui expliquait que la démocratie libérale était sur le point de triompher à l'échelle mondiale. Et on voit, Vincent en donnait plein d'exemples très récents de la politique européenne, à quel point on a là aussi déchanté par rapport à cette vision finalement à la fois très naïve et très occidentalo-centrée. Donc la crise, elle est d'abord culturelle, et en disant cela, je pense d'abord à nous les Français, qui partageons avec les Américains une vision messianique. On s'invente et on se reconnaît un rôle, on affirme notre rôle. Je pense d'ailleurs que la crise trouve de ce point de vue-là aussi les Américains. Le triomphe de Trump en est sans doute la meilleure preuve. Mais en tout cas, pour nous Français, qui doutons non seulement notre capacité à représenter en quelque manière que ce soit désormais un modèle pour les autres, mais même, ce que montrait bien l'interview de Vincent, qui doutons de notre propre futur, elle montre bien à quel point la crise est d'abord une crise culturelle. Et la crise, elle est culturelle au niveau planétaire. Et là, je voudrais nous inciter à lire ou à relire un essai dont on s'est beaucoup trompé sur ce qu'il voulait dire, l'essai de Samuel Huntington, là aussi dans la suite de Fukuyama, un livre qui s'appelait « Le choc des civilisations ». On s'est trompé sur ce que disait Huntington. On a pensé qu'Huntington expliquait qu'il y avait comme ça 7, 8, 9 grandes ères de civilisation qui s'affrontaient. Son propos n'était pas là. Son propos était de dire au XXIe siècle, les conflits futurs seront d'abord culturels, beaucoup plus qu'ils ne seront idéologiques ou qu'ils ne seront économiques. Je pense que cette analyse est totalement vraie, sauf que l'affrontement ne se fait pas en termes de clivage géographique, il se fait à l'intérieur de toutes les zones. Les femmes qui se battent contre la violence faite en femmes en Inde, ce sont des femmes indiennes. La société civile russe ou la société civile chinoise qui se bat contre des tendances totalitaires de leur propre gouvernement, ce sont des acteurs locaux qui le font. Et pour prendre ce qui nous frappe le plus directement, qui est le phénomène du retour au conservatisme, qui est un phénomène de longue tendance qui frappe une bonne partie des nations musulmanes, le combat des laïcs contre l'islamo-conservatisme ou contre le terrorisme, il se fait au sein des sociétés musulmanes, et les premières victimes des islamistes, on ne le dit jamais assez, sont d'abord des musulmans. De ce point de vue, ce qui se passe autour de l'islamisme illustre bien d'ailleurs la référence là aussi que Raphaël Glucksmann fait à Gramsci. On voit bien que c'est d'abord en réarmant culturellement et en prenant le pouvoir culturel qu'un mouvement crée un nouveau rapport de force qui pose un problème très, très direct à notre démocratie et à la manière dont nous avons construit la non-identité européenne. Donc je vais terminer par là, sans m'étendre plus longuement en prétendant avoir des recettes comme ça à nous fournir sur les remèdes. Il n'y a pas de doute que l'un des remèdes à cette crise, qui donc est d'abord culturelle, c'est notre propre réarmement culturel. Et là, je finirai simplement avec 3 observations. Premièrement, la manière dont on a construit le rêve européen est une impasse totale, car on l'a construit sur la double illusion que ce modèle pouvait être singulier au plan économique et au plan politique. Or, il ne l'est ni au plan économique ni au plan politique. Pour une très bonne raison d'ailleurs, c'est qu'il y a des tas d'autres démocraties libérales dans le monde, et il y a des tas d'autres économies ouvertes dans le monde. Sauf qu'on a été incapable d'assumer le fait qu'il y avait une identité culturelle européenne. Et si on n'arrive pas à la définir, on ne sortira pas de ce que Laurent Bouvet a très bien diagnostiqué dans son livre sur l'insécurité culturelle, qui est que l'insécurité culturelle, c'est probablement aujourd'hui le principal facteur de déstabilisation des sociétés européennes et pas simplement de la nôtre. Et ça n'est pas un problème de jeunes ou de moins jeunes. C'est un problème qui traverse toutes les générations. Je pense que Raphaël y reviendra. Deuxième petit élément de recommandation, il faut qu'on s'appuie, tu l'as dit Vincent, sur les forces vives. Moi, je suis très frappé de découvrir depuis quelques années le secteur de la musique, que je connais maintenant mieux. Je connaissais mieux historiquement d'autres secteurs de la vie économique ou d'ailleurs des industries culturelles, comme par exemple celui du cinéma ou l'audiovisuel.
Les artistes, aujourd'hui, de plus en plus, sont des auto-entrepreneurs. Et ceux qu'on va voir dans les nuits musicales qui nous attendent les jours prochains en sont la parfaite illustration. Et ce sont bien sur ces acteurs qu'il faut qu'on s'appuie, et notamment pour nous, les Français, à équidistance, en une vision qui serait le marché tout court. Bruno et moi dirigeons des sociétés qui sont des sociétés privées, mais qui sont des sociétés avec un modèle économique un peu particulier, une société d'auteurs, une société de gestion collective, c'est une société à but non lucratif. Donc à mi-chemin entre la vision du tout marché et tropisme français, dont je sais grâce à Anne que l'Institut français est préservé, qui est la vision du tout État. En matière de politique culturelle, que ce soit le tout État d'ailleurs ou le tout collectivité locale, là aussi c'est une impasse qui nous conduit à l'échec. Donc deuxième recommandation, dans ce réarmement culturel, il faut qu'on repense les relations entre le secteur privé, la société civile et les acteurs publics. Et là-dessus, les Français ont vraiment beaucoup à prouver, à démontrer, parce qu'ils sont loin d'avoir fait ce chemin. Là aussi, je vous renvoie au très bon petit livre de Jérôme Clément qui vient de sortir sur son diagnostic sur la politique culturelle, que je crois extrêmement pertinent. Et puis, dernière recommandation, pour aller dans le sens de ce que Raphaël Glucksmann nous dira, si on veut se réarmer culturellement, alors il faut qu'on soit capable d'assumer ce qu'est notre propre identité française européenne. Pour ce qui est de l'identité européenne, elle est certainement à chercher dans la créativité et dans la diversité culturelle. Là aussi, il y a une illusion qui a fait long feu, mais qu'on continue à entendre à Bruxelles. L'idée n'est pas de créer simplement une Europe sans frontières. L'idée est d'assumer que la force de l'Europe, c'est sa diversité culturelle, que ça fait belle lurette que les citoyens européens circulent librement et qu'il faut que tout ce que la Commission pousse soit encore plus d'échanges, mais avec au cœur cette idée que nous ne serons jamais pareils, nous ne serons jamais tous les mêmes. Et c'est ça la force de l'Europe, c'est pas sa faiblesse. Et il y a une erreur de diagnostic posée dès l'origine des traités de Rome, qui est de croire que parce qu'il n'y a pas assez de libre circulation des marchandises, des biens ou des êtres humains, l'Europe bute sur un échec. Non, c'est le contraire. C'est à vouloir nier ce que sont nos différences que l'on crée aussi une des raisons de l'échec culturel. Enfin, et là, je laisserai la parole là-dessus à Raphaël Glucksmann, c'est au sein même de notre pays que la révolution culturelle leur sera largement à faire quand on compare ce que sont les blocages français par rapport à la manière dont d'autres sociétés européennes sont construites. Je pense évidemment aux sociétés scandinaves, mais pas seulement. La révolution italienne à laquelle tu faisais allusion en est quand même un spectaculaire exemple. Pour ma génération, on s'est longuement réconforté de notre propre nudité en regardant ce qui se passait en Italie. On n'a même plus ce réconfort. Donc, haut les cœurs. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis un peu à part, on va dire, dirigeant une banque. Autour de cette table ronde-là, j'ai sorti une petite tribune à la demande de Vincent, qui m'est sortie d'ailleurs absolument directement sans aucune correction, parce que c'est littéralement ce que je vis au quotidien, et cette tribune s'intitule « Nos années 30 ». Elle consiste à dire que la jeunesse qui est en train de soulever une grande partie des secteurs économiques français, mais c'est le cas partout dans le monde, va démarrer de très belles années 30. Et je dis tout de suite que je n'ai pas du tout envie de parler de crise, que vous ne m'entendrez jamais parler de crise. En fait, on est dans une très grande transformation qui n'a pas commencé il y a 10 ans, ni il y a 20 ans. Elle est permanente, ça fait 50 000 ans que ça dure. Il y a juste une très forte accélération qui est engendrée par le progrès technologique. L'accélération accélère même en ce moment. Et c'est parce qu'elle accélère que beaucoup de gens qui sont finalement peu informés et qui n'ont pas, encore une fois, l'armement intellectuel dont on vient de parler, ont peur. Notre rôle, c'est de dénouer les peurs. Il faut absolument d'abord commencer par ça. Et j'ai presque envie de dire, essayons de ne pas parler trop de bouleversements, de rupture, de chute de sérac, d'effondrement, de tout ce qui est anxiogène. Regardons les choses en face. Le progrès existe, l'histoire ne va pas s'arrêter. La pente de l'histoire est plutôt positive, d'un petit degré, mais enfin, elle est plutôt positive. Et à la fin des fins, faisons un peu de psychologie collective de manière à ce que les gens voient le futur avec des couleurs qui sont plutôt jaunes et vermillons que bistre et kaki. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec BPI France. Vous avez remarqué d'ailleurs que la couleur même de la banque, c'est du jaune. Quand on a créé cette banque, on m'a fortement incité à faire une banque bleue. J'ai refusé. Et j'ai considéré qu'il fallait absolument qu'elle soit tournesol et qu'elle se tourne vers le soleil, que ce soit la banque qui finance justement l'avenir, et en particulier la banque qui donne aux jeunes français les capitaux qui leur permettent de tout changer. Voilà. Alors ça tombe bien, ils ont envie de changer le monde.
Et en effet, ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau par rapport à des générations qu'on a pu connaître. On l'a connu un petit peu au temps de la bulle Internet des années 97, 98, 99. Tout commençait à redevenir possible, hein. Et puis ça s'est arrêté malheureusement assez vite. Ce choc-là n'a pas été complètement absorbé. Donc on est revenu dans un monde qui était un peu le monde ancien. D'ailleurs, le monde ancien... d'un point de vue strictement psychologique, a pris sa revanche à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, les mortards ont fait des leçons de morale à ceux qui avaient osé dire qu'on pouvait changer le monde. Bon, cette fois-ci, je pense que ça ne se reproduira pas, parce que la masse critique des changeurs de monde est quand même beaucoup plus importante, beaucoup plus importante, et que par ailleurs, ils ont pour eux un Himalaya de technologie qui n'était pas encore disponible à l'époque. Alors, donc cette génération, on dit une génération, en fait il va y en avoir plusieurs, tout ça va se succéder. Elle nous dit quelque chose qui est, pour nous autres, moi voilà, j'ai 50 ans, donc j'en fais pas partie, je fais partie d'une autre, mais elle nous dit que notre régime anthropologique, il a changé. De même que ceux de nos aïeux dans les années 30, 40, 50, 60 n'a pas cessé de changer, mais changé fortement, hein. Il faut se souvenir de ce qu'était le régime anthropologique de nos grands-parents. À tout point de vue, tout a radicalement changé. Donc ce que la techno permet aujourd'hui, c'est un nouveau changement du régime anthropologique. C'est normal que ça fasse peur. Les entrepreneurs, qui sont donc nos clients, mes clients, que je vois à longueur de journée, avec lesquels je vis littéralement, puisque personnellement, je fais en sorte d'en voir dans les événements divers, variés, rendez-vous, colloques, une quinzaine de milliers par an, donc je peux parler de quelque chose que je vois, sont en très forte demande de ce qu'on a fait en réalité, c'est-à-dire une psychobanque. C'est-à-dire un acteur qui va leur donner certes des moyens, mais qui va commencer par leur redonner l'envie d'investir. Pas forcément le goût d'investir, ils l'ont toujours eu, ils sont entrepreneurs, mais l'envie de le faire maintenant, hein. Et donc un travail de construction de confiance en soi face à ce futur et à ces transformations que j'ai citées, un travail d'accompagnement, de dénouement méthodique de toutes les peurs. Donc voilà, c'est ce que nous faisons, et nous le faisons de plus en plus. Pour ceux qui nous connaissent peu ici dans cette salle, sachez que nous allons faire en 2016 pratiquement 1000 missions de conseil auprès des entrepreneurs. Nous avons créé des académies d'entrepreneurs, des accélérateurs, des incubateurs un peu partout. Et plus que cela, nous faisons en sorte d'être considérés par les entrepreneurs d'abord comme un réseau social d'entrepreneurs et ensuite avec une banque au-dessus. Mais d'abord, on leur offre cette espèce de tribu un peu chaude dans laquelle ils se sentent bien. On monte l'énergie à un niveau où ils se sentent bien. L'énergie qui permet justement de se projeter sans inquiétude. Et à ce moment-là seulement, on commence à parler technique, hein, et donc finance, comment est-ce qu'on peut faire du crédit, de la subvention, de la dotation, des fonds propres, etc., etc. Mais on commence absolument par la psychologie. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans le travail de dénouement des peurs, tout le monde doit s'y mettre. Il se trouve que nous, on le fait, et on le fait depuis le début, hein. C'est quasiment dans nos 4 valeurs, hein. C'est absolument fondamental pour nous. Mais on est peu à le faire. Et c'est un des gros problèmes. C'est un problème français, mais c'est un problème pratiquement universel, hein. On est peu d'institutions, de leaders, en fait, à considérer, en effet, qu'au cœur de leur mission, de chef, hein, c'est d'aspirer le stress collectif et de refouler de la sérénité. Et comme on est peu, les résultats se font quand même attendre. Il y a eu des époques dans l'histoire où toute une classe dirigeante considérait que c'était son rôle. Et que son rôle, au contraire, n'était pas de passer son temps à faire pleuvoir sur des gens qui n'ont pas le temps de s'informer et de construire leur armement intellectuel, des messages qui sont des messages nocturnes, mélancoliques et finalement désespérés, conservateurs. Donc moi, l'appel que je passe mon temps à lancer, c'est que tout le monde doit s'y mettre, hein. Et de facto, c'est ce que fait Artifarty, hein. C'est formidable. Tout le monde doit faire cet exercice et se souvenir que les gens qui nous regardent, ceux qui sont nés dans le guidon, n'ont pas le temps aujourd'hui de se construire toute l'incroyable culture générale qu'il faut avoir pour comprendre le changement de régime anthropologique que nous vivons, hein. C'est à nous de comprendre à quel point ça peut leur faire peur. Et c'est à nous de leur dire, n'ayez surtout pas peur, ça va aller, hein. On est équipés, on va vous emmener. La France, c'est la France. La France a toujours été la France, elle ne tombe pas. Voilà. Bon. Alors,
Si en plus on peut arriver à faire passer un certain nombre de messages qui permettent de donner un peu cette culture générale, fondamentale de la complexité d'une société moderne, c'est pas mal aussi. Moi, ce qui me terrorise, honnêtement, si j'avais une peur à exprimer, c'est... et d'ailleurs, s'il y a une lecture que je vous recommande, parce qu'elle est absolument fascinante dans l'instant, là, c'est Tocqueville, c'est l'Ancien Régime et la Révolution. Il y a un passage formidable où il dit sa terreur quand il a vu à quel point le débat public commençait à se simplifier. C'est-à-dire que quand vous commencez à voir des gens circuler partout en disant « Mais attendez, on vous dit que c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est extrêmement simple. Et je vais vous expliquer. » Et voilà, là, il faut se méfier de ces gens-là. La vérité, c'est que c'est extrêmement compliqué. Tout est extrêmement compliqué. Une société moderne, c'est une montre suisse puissance 1000. Et donc on peut toujours glapir quand telle chose arrive ici, telle chose arrive là, et que ça ne correspond pas au modèle simplifié qu'on s'est mis dans la tête. La vérité, c'est qu'il faut au contraire tenter de se projeter dans la compréhension de cette complexité-là. Bon. Malheureusement, ça, c'est un travail qui est presque infini. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous absolument capables de faire descendre ce que j'appelle cette culture générale d'une démocratie moderne. Donc, en attendant de le faire descendre, ça prendra du temps, il faut faire descendre la croyance au progrès. Hein. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, de manière presque improvisée. J'ajoute une chose qui est très importante, mais vraiment très importante, c'est que si nous, la France, on ne le fait pas, alors pourquoi les étrangers viendraient-ils ici? C'est aussi simple que ça. Hein. Les gens ne viendront en France, s'installer en France, que si la France rayonne d'un peu de joie, comme c'était le cas auparavant. Et si la France fait la gueule, c'est les Français qui partiront. Donc, non, mais c'est très important ce que je vous dis là, parce que la génération dont je parle là, elle est formidable. Tout le monde dit elle part, c'est pas vrai. Elle part très peu, elle reste. Elle est en train de recréer un pôle de rayonnement et d'attraction magnétique. Elle parle les langues du monde, pas assez, mais bon. Il faut lui permettre de créer cet inflow, comme on dit en anglais, donc ce mouvement d'attraction des jeunes Européens, Asiatiques, Indiens, Iraniens qui s'ouvrent maintenant vers notre pays. Ça, c'est fondamental. Si on n'arrive pas à faire une France Benetton, où le monde entier a envie de venir ici parce que c'est là qu'est la créativité, c'est là qu'est le volcan des idées, etc., il n'y a pas de situation intermédiaire. C'est nos Français qui partiront vers les volcans du monde. Hein. Or, et je termine là-dessus, pour qu'il y ait cet effet d'attraction, il faut que, dans le monde entier, on considère qu'en France, on croit au progrès. Merci à vous. Bonjour à tous. Bien, donc je suis Bruno Bouteleux, je suis directeur de l'ADAMI, mais comme Vincent l'a précisé tout à l'heure, nos interventions sont censées l'être également à titre personnel. Et voilà, et au risque de décevoir Nicolas, je vais commencer par faire la gueule, parce qu'il me paraît important de poser un diagnostic qui n'est pas forcément positif, bien entendu. Mais l'enjeu, c'est bel et bien de répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui et d'essayer de faire face tout simplement à ces enjeux démocratiques auxquels nous sommes confrontés. Alors commençons par le culturel. Nous sommes un pays qui a toujours eu des politiques culturelles ambitieuses. C'est une bonne chose, mais évidemment, ces politiques ont également leur revers. Elles se sont souvent fondées sur le bâti, le grand fantasme de l'élu. Alors évidemment, c'est important, c'est comme ça qu'on crée des grandes institutions culturelles, mais encore faut-il avoir les moyens de les entretenir, et ça n'est pas toujours le cas, et au final, on se retrouve année après année dans une situation où finalement, la marge de manœuvre d'un ministre de la Culture sur le chapitre innovation est extrêmement réduite. Que reste-t-il finalement à l'innovation, à l'avenir culturel, une fois que effectivement on s'est concentré sur l'entretien de ce bâti? Tous les grands ministres de la culture sont passés par là, et ce bâti, il va des grands musées nationaux aux scènes de musiques actuelles.
Qu'est-ce que ça génère aussi, cette politique ambitieuse et ce bâti? C'est également une forme de baronnie, puisque eh bien, les grands responsables de ces institutions sont souvent extrêmement accrochés à leur poste. Pourquoi faut-il un décret du président de la République pour décider que, une fois la limite d'âge atteinte dans le courant de son mandat, un responsable d'établissement culturel pourra malgré tout terminer son mandat? On en est parfois à des situations de résolution de situations personnelles par des interventions au plus haut niveau de l'État. Tout ça témoigne d'un enquistement de notre politique culturelle, une forme de féodalité créée, en fait, culturelle, qui s'installe dans notre pays et qui voit au final, oui, les formes de baronnie qui tiennent fermement leur fief et conservent leur poste. Tout ça pour essayer de répondre à la question que Vincent posait, puisqu'au final, quelles que soient ces institutions, si modernes soient-elles ou si récentes soient-elles, je pense aux scènes de musiques actuelles par exemple, qui elles aussi sont touchées par ce phénomène de vieillissement de leur cadre, eh bien, on est confronté à un problème de panne de l'ascenseur culturel, au même titre que l'ascenseur social est en panne. C'est important à souligner. Dans un autre secteur, celui, et Jean-Noël Tron tout à l'heure l'a souligné, dans le secteur de la musique, on a vu les choses évoluer. Je crois que confronté à ce phénomène d'enquistement des grandes institutions, combien de responsables de scènes de musiques actuelles ont moins de 40 ans aujourd'hui? Combien viennent de la scène électro ou viennent de la scène hip-hop? Eh bien, confrontés à ça, les artistes de la musique s'organisent et finalement disent, d'une certaine manière, merci la crise. L'artiste musicien aujourd'hui, confronté à ce secteur-là, et puis aussi à la concomitance de quatre phénomènes qui sont tous liés au numérique, finalement a pu se réapproprier son propre projet, son propre destin artistique. Ces quatre phénomènes, quels sont-ils? La crise du disque, qui a 12 ou 13 ans aujourd'hui, et finalement, avec cette crise du disque, on a rendu de nombreux contrats. Les technologies de production à bas prix, qui finalement, pour pas cher, eh bien aujourd'hui on produit aussi bien que les coûteux studios des années 80. Les réseaux sociaux, qui renvoient aux oubliettes les coûteuses campagnes de marketing des grosses sociétés de production musicale et les clips à 1 million d'euros. Et puis le statut d'auto-entrepreneur, qui finalement a permis d'emballer juridiquement le tout. C'est le hip-hop qui a généralisé cette pratique. Les rappeurs ont été les premiers artistes à ne pas rêver de signer chez Universal, mais plutôt souhaiter y aller faire un hold-up, c'est-à-dire y prendre tout juste ce dont ils avaient besoin pour mieux garder le contrôle de l'essentiel, c'est-à-dire de leur projet artistique. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est qu'au final, par ce phénomène de crise, dont on m'a dit un jour qu'en japonais, crise et opportunité, c'était le même mot, eh bien, par ce phénomène de crise, l'artiste s'est réapproprié son projet et finalement va au-delà de son propre projet artistique puisqu'il maîtrise également son destin économique. Il y a probablement beaucoup à s'inspirer de cette situation. Le premier de cela, ça a été Prince, dans les années 90, et le regretté Prince, ça méritait d'être souligné ici. Alors, voilà pour une tentative de diagnostic en quelques minutes. Plus généralement, au-delà de la sphère culturelle, bah oui, on le fait tous, ce constat, le divorce de la jeunesse, mais de la population dans son ensemble, avec les institutions culturelles, il est réel, mais il touche aussi, avec les institutions républicaines, pardon, mais il touche aussi les institutions culturelles. J'ai participé à une étude il y a quelques années sur la situation des publics dans le spectacle vivant. Et dans la première phase de l'étude, on s'est réjoui de voir que la quantité de public avait considérablement augmenté. Les salles étaient pleines, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et puis on a un peu gratté. Et puis on s'est aperçu que finalement, si le nombre de billets vendus avait augmenté, le nombre de spectateurs en tant que tel n'avait pas augmenté. En gros, notre politique culturelle avait permis à ceux qui étaient déjà convaincus de l'intérêt d'aller au spectacle d'y aller plus encore, mais nous n'avions pas gagné un spectateur de plus. Un autre élément,
Je me souviens lors des élections, après les élections départementales, on avait déjà la gueule de bois à cause de la montée du Front National. On l'a un peu, peut-être trop rapidement oublié, mais au moment des élections départementales, j'ai été amené à participer à un colloque du même type dans un festival de rock en Bretagne. Il a été introduit par le président du Conseil général qui faisait évidemment un bilan assez lourd du résultat de ces élections. Et je suis intervenu en disant, mais finalement, nous, responsables culturels, qui en général avons mis au premier plan de nos arguments pour négocier nos subventions auprès des institutions qui nous financent, le fait que la culture était probablement le meilleur rempart contre la montée des extrêmes, ne nous interrogeons jamais sur notre responsabilité de responsables culturels face à la montée de ces extrêmes. Or, nous devons aussi, nous, responsables culturels, nous poser cette question. Alors, pour conclure, oui, finalement, bien entendu, la démocratie est en jeu. Elle est menacée par les extrêmes, c'est clair, mais pas seulement. Il y aura peut-être un modèle, et il faut le craindre, d'après-démocratie. On a peut-être un peu trop tendance à penser que, finalement, la démocratie, c'est le modèle sociétal ultime, le meilleur. Alors certes, d'un côté, il faut craindre la montée des extrêmes, mais certains testent déjà d'autres modèles. Qu'est-ce que fait Mark Zuckerberg avec son projet de Z-Town? Que sont les gated communities aux USA ou la Villa Montmorency à Paris? Finalement, des espaces qui ressemblent à des espaces publics, mais qui en fait sont des espaces privés, qu'on occupe après avoir signé un contrat et payé un droit d'accès. Ces territoires échappent à l'espace démocratique. J'ai vu quelque part des projets d'utopistes qui prévoient de proposer d'installer en dehors des eaux territoriales américaines, au large de la Californie, des barges dans lesquelles les plus riches d'entre nous pourraient s'installer et finalement échapper à toute contrainte qu'impose un espace démocratique normal, parce que la démocratie, c'est à la fois des libertés, des droits, mais également des obligations. Et finalement, cette société du contrat est pour moi tout autant une menace que finalement un espace démocratique qui serait gagné par les extrêmes. Alors dans ce chaos créatif, il faut, de ce chaos créatif, pardon, il faut savoir faire une opportunité. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et voilà les quelques éléments que j'avais envie de poser pour ouvrir ce débat et cette discussion. La culture est évidemment une réponse. Les régions sont également, avec les grandes villes, des éléments de réponse. L'Europe l'est probablement aussi, et c'est sur ce triptyque, me semble-t-il, auquel j'ajouterai, parce que Jean-Noël a eu raison de le souligner tout à l'heure, la nécessité de travailler aussi avec ceux qui, dans le domaine privé, œuvrent pour l'intérêt général. C'est sur ce triptyque, avec ce secteur privé tourné vers l'intérêt général, qu'il faut probablement s'appuyer pour répondre à ces enjeux de démocratie et de jeunesse auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci Artif Arti pour l'invitation. Nous avons entendu pas mal sur le problème auquel fait face l'Europe aujourd'hui. Je dois dire que nous traversons effectivement des turbulences qui sont inouïes et qui se sont concentrées, qui ont atteint une concentration assez importante dans ces derniers mois en ce qui concerne la politique européenne. Mais en même temps, nous sommes confrontés à la question, du point de vue de la politique culturelle et éducationnelle en Europe, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre quelque part la culture et l'éducation, les questions de la jeunesse, plus au centre de la politique européenne. Qu'est-ce qu'il peut être fait
pour changer la donne et pour ne pas, quelque part, faire l'Europe apparaître toujours comme un projet économique, un projet technocratique, mais quelque chose qui est beaucoup plus proche des préoccupations des gens, et surtout des jeunes. Alors, à cette question, il peut y avoir tout de suite une réponse assez pessimiste, assez négative, parce que tout le monde vous dira, mais la culture, mais aussi l'éducation, c'est les affaires sociales, mais surtout la culture n'est pas une préoccupation européenne. Il n'y a pas de compétence européenne, c'est une compétence des États membres, et les États membres qui décident que c'est simplement quelques petites fractions d'activités qui peuvent être confiées à l'Europe. Mais regardons un peu qu'est-ce que disent effectivement les traités. Hein. On a les compétences dans 3 domaines. La défense et la promotion de la diversité culturelle en Europe, et aussi la promotion de la culture comme une sorte de catalyseur de la compétitivité en Europe. Alors c'est déjà ces 2 domaines-là, je pense, sont suffisamment importants pour les porter en avant. Sur la diversité, alors on a développé toute une série d'activités qui concernent un peu, surtout le développement des audiences, la mobilité des artistes, la mobilité des œuvres d'art en Europe, la circulation des répertoires, etc., qui servent à, d'un côté, promouvoir la diversité culturelle, promouvoir la compréhension entre les cultures, la compréhension des publics en ce qui concerne les autres cultures, et surtout dans la période actuelle, la question de dialogue interculturel, dialogue interreligieux, c'est un sujet plutôt explosif. Hein. Si vous regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec l'arrivée massive des réfugiés, etc., nous sommes confrontés à une situation qui a une dimension culturelle énorme. Et en même temps, la notion culturelle dans les discours politiques est presque oubliée. Nous avons lancé récemment un petit appel. On a trouvé 2 millions d'euros. On a lancé un petit appel pour les projets interculturels, interreligieux en Europe qui ont une dimension, disons, des réfugiés et des migrants. On a reçu dans 2 semaines ou 3 semaines, l'appel était ouvert pendant une très courte période, on a reçu 250 applications, 250 projets pour 40 millions d'euros, avec 2 millions de disponibles. Il y a un appétit énorme de faire face à cette situation par la culture, de faire comprendre aux populations européennes qui sont ceux qui arrivent et de faire comprendre à ceux qui arrivent où ils ont échoué. Et ça, c'est très, très important. Alors, nous n'avons pas assez, à ce stade, de moyens de faire face à cette demande, et il faut changer la donne. En ce qui concerne la dimension économique de la culture, on en a parlé tout à l'heure, alors il faut explorer l'économie créative en Europe. Ce n'est pas suffisamment fait. Nous avons fait des projets pour soutenir surtout les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs, les micro-companies qui sont en train de se créer dans le domaine de la culture. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est ça qui est aujourd'hui au cœur du débat, c'est le soutien à la création. On a beaucoup parlé ces 3 dernières années, quand on a fait des exercices Licensing for Europe, etc., dans la préparation du marché unique digital, numérique, et aussi dans le cadre de la préparation de la nouvelle mouture des droits d'auteur en Europe. On a fait un grand débat sur tout ce qui est les plateformes, les moyens, les bouleversements numériques, etc. Mais dans tout ce débat, on a un peu oublié qu'il faut quand même remplir cet espace avec le contenu, avec la création. Et ça, ce qui doit maintenant revenir au cœur du débat.
ça veut dire les intérêts des compositeurs, des musiciens, des auteurs, des écrivains, etc., des architectes qui sont là et qui, sans eux, il n'y a aucune évolution culturelle possible en Europe. Alors on est en train d'analyser les chaînes de valeur, on est en train d'analyser tout ça, et on est en train de regarder comment faire en sorte que tous ces gens-là soient rémunérés d'une manière correcte et que leur rémunération devient le souci principal dans ce débat. Je ne sais pas si on aura une législation sur les droits d'auteur d'ici quelques mois qu'on s'était promis, parce qu'évidemment, il y a des intérêts concurrents énormes, mais je peux vous dire que grâce à cette action des auteurs depuis quelques mois maintenant, toute cette notion est redevenue cruciale pour la finalisation de cette législation. Le programme dont je suis responsable, vous avez vu, qui s'appelle Europe Créative. C'est un petit programme. Il représente 1,5 milliard d'euros pour 7 ans pour 28 pays. C'est un programme qui est surtout complémentaire à ce qui se fait au niveau des États membres. Et c'est ça le principe de l'action culturelle européenne. On est complémentaire à ce qui est fait par les États membres. C'est comme ça que les États membres l'ont voulu. Et c'est comme ça qu'on essaie d'agir. Ça veut dire pas chaque projet qu'on soutient doit avoir, on doit prouver, justifier la valeur ajoutée européenne de ce projet. Alors nous n'arrivons pas évidemment à répondre à la demande qui est énorme. Le taux de succès de ce programme est à peu près 15%. Nous rejetons 85% des projets, mais en même temps, nous arrivons à diversifier cette enveloppe et de soutenir de plus en plus les startups, les artistes émergents, ceux qui sont capables de se mobiliser au niveau européen et arriver à déposer les projets qui sont innovants et qui sont hors du commun. Et je pense que Artifarty et les projets que nous soutenons ici sont un bel exemple de ça. À partir de cette année, on va aussi lancer un supplément. On va créer un instrument financier qui va permettre aux opérateurs culturels de recevoir des crédits bancaires qui seront garantis par l'Europe. Alors, outre les subventions qui sont au cœur du programme, on va investir plusieurs millions d'euros là-dedans. Évidemment, d'ici 2020, on sera vers 121-122 millions d'euros de garantie pour les crédits et microcrédits à ces opérateurs culturels qui vont remplir les conditions. Je ne sais pas encore si la France sera parmi les 5-6 premiers pays qui seront élus par le fonds d'investissement cette année, qui sont sélectionnés sur la base des propositions des banques, mais on va vous tenir évidemment au courant. Peut-être pour terminer, j'aimerais mentionner une chose. Depuis une trentaine d'années, on est en train de soutenir beaucoup l'audiovisuel. On soutient le cinéma, on soutient la distribution des films en Europe. Et aujourd'hui, quand on regarde les industries culturelles et créatives, et on a mentionné l'ampleur de ces industries, on a commencé à regarder de plus près quels sont les secteurs qui méritent d'être quelque part soulevés, qui méritent d'être financés et subventionnés mieux, disons quelque part sur la base des expériences qu'on a avec le cinéma. Et on s'est rendu compte que c'est surtout la musique qui est le secteur qui est porteur aujourd'hui de bouleversements extraordinaires grâce à l'arrivée du numérique. De l'autre côté, qui est vraiment un secteur qui est créateur d'emplois, qui est créateur de bénéfices, qui contribue à la croissance. Alors, on a lancé un exercice de, quelque part, de mapping, de collectionner ou récolter
les expériences des uns et des autres, connaître mieux cette industrie, répondre à ses besoins pour faire en sorte qu'après 2020, on soit capable de convaincre les États membres d'investir dans ce secteur et de permettre d'avoir un programme spécifique pour le secteur de la musique et peut-être d'autres secteurs créatifs comme l'édition, ou l'architecture, le design, etc. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est en train de finaliser la première partie. Et cet après-midi, on aura ici, grâce à l'hospitalité de Artifarti, le dernier des ateliers avec le secteur musical, l'industrie de la musique, afin qu'on puisse terminer cette première partie au début du mois de juin au Midem à Cannes pour quelque part offrir à tout ce secteur le fruit de cet exercice. Alors, ce qui est le plus important pour nous à ce stade, afin que l'on puisse quelque part continuer dans le chemin de cette ambition de mettre la culture plus au centre des préoccupations des institutions européennes et pour permettre à l'Europe de devenir plus attrayante, surtout pour la jeune génération. On aimerait surtout mobiliser les artistes eux-mêmes. Ça, c'est le plus important, qu'ils se manifestent, qu'ils comprennent que, outre ce qui est fait au niveau régional et national, il y a aussi le niveau européen qui est primordial aujourd'hui parce que c'est notre projet commun qui est en jeu. Merci beaucoup. Bien, merci à tous les cinq. Je vais vous libérer et vous autoriser à retourner.